Je suis la dernière étape entre vous et la pizza. La journée a commencé de façon très technique et puis en fait les présentations manifestement sont allées dans le sens du moins technique. C'est un peu aussi l'objet de cette présentation, c'est-à-dire que ça va pas être un sujet technique, on est vraiment sur une problématique finalement qui est une problématique culturelle, une problématique organisationnelle d'entreprise qui s'impose. Et c'est l'objet de cette présentation, le DevSecOps. Pourquoi placer le Sec dans le DevOps? Alors, il y en a qui disent Sec DevOps, il y en a qui disent DevOpsSec, il y en a qui disent DevSecOps, et chacun est capable de l'argumenter de façon très fine en disant philosophiquement et ainsi de suite. On va passer au-delà de ça, parce que ce sont des débats qui peuvent être passionnants, mais qui sont surtout des débats très pointus. Et on va surtout essayer de se concentrer, de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça et comment la sécurité en entreprise fonctionne. C'est-à-dire que là, on vient de parler des bug bounty, on vient de parler de sécurité offensive. C'est très bien. Ce sont des choses qui sont très utiles. Effectivement, nous sommes très en retard par rapport aux États-Unis, nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays sur l'intégration de ce type de système. Mais la sécurité défensive fonctionne totalement différemment. C'est absolument pas les mêmes problématiques. En sécurité offensive, vous avez une technologie en face, vous l'identifiez, vous définissez un périmètre, vous essayez d'aller trouver les vulnérabilités, d'exploiter des liens de confiance et vous exploitez une faille. En sécurité défensive, vous êtes sur des problématiques de j'ai un budget, j'ai des milliers de personnes qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, j'ai des applications que j'ai achetées à un moment à des prestataires tiers qui ont disparu éventuellement, mais dont les métiers ont besoin pour fonctionner, et pourtant je dois sécuriser tout ça sans savoir comment ça marche. Donc c'est vraiment des mondes différents, et la manière d'aborder la sécurité offensive et la sécurité défensive n'a absolument rien à voir. Donc la sécurité défensive, parce que c'est l'objet ici, c'est quelque chose qui est totalement à la traîne. En fait, pour des raisons historiques comme organisationnelles, la sécurité, c'est ce qui va arriver à la fin. Vous allez avoir des applications dans des entreprises qui fonctionnent comme des boîtes noires pour l'équipe de sécurité. Personne ne sait comment est-ce qu'elles fonctionnent. Elles sont là, elles existent, elles ont un objectif, elles sont utilisées par les métiers, mais personne ne sait pourquoi ces applications, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et parfois même la sécurité ne sait même pas qui est responsable de l'application. Et les équipes sécurité ont pour objectif de protéger justement le réseau, l'IT, des hackers, de ceux qui font, alors quand c'est dans le cadre d'un bug bounty c'est encore différent, mais de tous les script kiddies que Corben évoquait, c'est-à-dire qu'on imagine souvent que la sécurité défensive, c'est se protéger contre la NSA ou contre des grands hackers. Concrètement, la sécurité défensive, la plupart du temps, c'est se protéger contre quelqu'un qui fait « Ok Google, trouve-moi une faille pour WordPress 3.2.6 ». Et c'est ça. Donc en fait, le principal enjeu des entreprises aujourd'hui et des grandes entreprises, c'est de savoir ce qu'ils ont. Quelles sont les applications, définir leur périmètre, identifier pour pouvoir sécuriser. Parce qu'on ne peut pas se défendre quand on ne sait pas ce qu'on a. Petite anecdote, j'étais hier, et c'est une vraie anecdote, hein, c'est pas parce qu'il y a des gens lors des présentations, ils disent petite anecdote, j'étais hier, et ils n'étaient pas hier, ils le disent à toutes les temps. Non, j'étais vraiment hier dans une grande entreprise française, une entreprise du CAC 40, qui souhaite justement sécuriser les applications web internes qu'ils ont. Ils en ont plusieurs milliers. Et ils étaient là en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à Qualys, pour nous aider à sécuriser, pour nous aider à sécuriser ces choses-là. Donc j'arrive, on s'assoit, on discute un peu. Et je leur demande, alors combien d'applications? On en a entre 1000 et 5000. Entre 1000 et 5000. On ne parle pas exactement des mêmes choses. Donc, ils ne savent même pas ça. Effectivement, qu'est-ce que ces applications font? Alors, ils sont à des milliers d'années de le savoir. Qui est responsable de ces applications? Ils ne le savent même pas. Donc, effectivement, la première chose à faire, c'est effectivement de leur dire, va falloir faire un inventaire, va falloir commencer à identifier les applications, va falloir commencer à savoir à qui va falloir parler quand on va trouver des problèmes dans ces applications-là. Donc, en fait, la sécurité défensive pour les entreprises consiste principalement à faire une course au patch et à faire une course à trouver des vulnérabilités avant que d'autres ne les trouvent, par des systèmes automatisés, par le biais de bug bounty, par plein d'autres choses. L'idée, c'est de trouver les vulnérabilités sur des choses qui existent, sur des choses qui tournent actuellement en prod, et d'essayer de les patcher le plus vite possible. La manière dont les développeurs sont confrontés à ces choses-là, c'est généralement quelqu'un qui vient leur voir et qui leur fait voilà, j'ai fait un audit de sécurité, j'ai fait un pentest sur l'application dont tu es responsable, parce que
là-dessus on sait qui est responsable de cette application, et il se trouve qu'il y a telle et telle faille de sécurité dans cette application, bah, ce serait quand même plutôt pas mal de le patcher. Mais la sécurité, du coup, avant, n'était absolument pas au courant de l'application, n'était absolument pas au courant des développeurs, et on le découvre sur le tard. Donc le schéma habituel, c'est ça. Il y a une équipe de développement qui peut être interne, qui peut être externe dans le sens prestataire et ainsi de suite, qui fournit une application. Il y a une équipe opérationnelle qui la met en pré-production. Et derrière, une équipe de sécurité qui effectue un audit régulier ou ponctuel et qui va aller signaler les problèmes. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la plupart des boîtes, même si, on va le voir, les mentalités commencent à changer et les choses évoluent, mais on est vraiment dans des systèmes comme ça où, en fait, l'équipe de sécurité, c'est ce qui arrive tout à la fin, qui va faire l'audit, qui va essayer d'identifier des problèmes sur les applications d'un parc IT et qui va aller signaler les problèmes. Donc en fait, pour tout le monde, l'équipe de sécurité, c'est ça. C'est un gros troll. C'est ceux qui viennent vous emmerder, pardon, c'est ceux qui viennent vous embêter pour vous dire votre application elle est mal faite, il y a tel et tel et tel et tel problème, et ainsi de suite. Donc la sécurité, c'est vraiment vu comme une contrainte dans l'entreprise, ça a un coût, c'est embêtant, ça ennuie tout le monde, et c'est vraiment pas le truc amusant. On peut voir du fun dans la sécurité offensive, dans le fait d'aller trouver des failles et de dire finalement je suis plus intelligent que la personne qui a développé l'application. Mais dans la sécurité défensive, je vous assure, il n'y a jamais personne en entreprise qui vous dira c'est génial ce que tu fais. Jamais personne. Pour tout le monde, vous êtes la personne chiante. Vous êtes la personne qui ennuie tout le monde avec ses problèmes. Alors effectivement, les mentalités évoluent. Donc pourquoi les mentalités évoluent? Déjà parce que les boîtes sont pragmatiques, et quand on voit que dans la presse, par exemple, Equifax s'est fait complètement péter en 2017, ils se sont fait voler plus de 100 et quelques millions de données personnelles, et ainsi de suite, et quand on voit l'impact que ça a financier sur ces entreprises-là, les entreprises commencent à se dire peut-être qu'éventuellement il faudrait que je fasse un peu attention, parce que si ça m'arrivait, ça risquerait d'être dramatique pour moi, pour l'image de mon entreprise, et pour tout simplement la survie même de l'entreprise. Il y a aussi par le biais de contraintes réglementaires, par exemple la RGPD. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la RGPD. Ok. Ceux qui n'en ont pas entendu parler, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai envie que vous continuiez à rêver un peu. Parce qu'une fois que vous aurez entendu parler de ce truc-là, vous allez souffrir. Non, en fait, la RGPD, c'est simple. Les États commencent à s'intéresser maintenant à la sécurité des données dans les entreprises. Et donc, des données de leurs citoyens qui sont tenus par des entreprises, et donc ils commencent à mettre des cadres réglementaires en place. La RGPD, concrètement, ça oblige, parmi plein de choses, ça oblige notamment les entreprises à justifier du fait qu'ils avaient mis en place des moyens de sécurité pour, quand une faille est révélée, pour ne pas être sanctionnés, et les sanctions peuvent être énormes d'un point de vue financier. Donc en fait, l'entreprise va devoir justifier qu'elle a mis en place des mesures de sécurité, lesquelles la loi ne le dit pas, enfin le règlement européen ne le dit pas. Mais il va falloir le faire, il va falloir le montrer. Donc les entreprises évoluent aussi parce qu'elles sont poussées par ça en se disant si je ne le fais pas, je risque d'avoir de très grosses amendes si jamais j'ai un gros problème. Il y a aussi par les techniciens, ingénieurs qui sont mieux formés. Les questions de sécurité aujourd'hui, on en parle dans les écoles d'ingénieurs et ainsi de suite. Moi, quand j'étais ingénieur, justement, ingénieur développement, à la base, et quand je suis sorti d'école, on en parlait finalement assez peu. Là, il y a une conférence sur la sécurité à l'école 42, c'est plutôt pas mal. Et ça veut aussi dire que les personnes qui vont arriver en entreprise maintenant auront quand même une culture de la sécurité qui sera totalement incomparable avec ce qui se faisait il y a 10 ans de ça, et probablement qui sera incomparable à ce qui se fera 10 ans après aussi. Mais il y a aussi par l'arrivée de nouvelles méthodologies. Et c'est là, justement, où on commence à se rapprocher de notre sujet. C'est que le DevOps, c'est quelque chose qui invite au changement en entreprise. Pourquoi? Le DevOps, c'est un concept récent. Ça a été créé en 2009. Alors, quand je dis récent, c'est à l'échelle d'une entreprise. Une technologie en 2009, c'est vieux. Mais en entreprise, c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Ça représente un changement organisationnel et culturel qui a été poussé, qui est alimenté notamment par la technologie, et qui vise à associer les équipes de développement et les équipes opérationnelles. Tout le monde ici a entendu parler de DevOps ou pas d'ailleurs? À peu près? En fait, je ne sais pas, la manière dont vous le voyez, pour vous, DevOps, c'est cloud, conteneur, ainsi de suite, enfin vite fait. C'est à peu près ces choses-là, vous le voyez d'un point de vue technologique.
Ouais, voilà. Mais en fait, le DevOps, pour les entreprises, c'est quelque chose qui est totalement. Enfin, c'est vraiment un autre monde, hein. On est dans un autre monde. C'est faire parler des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'avaient pas l'habitude de se parler avant. Je parle dans les entreprises traditionnelles, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui qui sont beaucoup plus axées IT, qui sont nées dans l'IT ou dont le métier est l'IT, ont effectivement intégré ces choses-là. Mais quand on parle de vieilles entreprises qui ont de l'informatique et qui ont des grands systèmes informatiques, celles-là n'ont pas nécessairement opéré cette transition. Pourquoi le DevOps? Parce que ça vise à résoudre un problème qui est super simple, c'est que les devs et les opérationnels ont des contraintes qui sont totalement distinctes. Les devs veulent sortir des logiciels le plus rapidement possible et des nouvelles features le plus rapidement possible. Les opérationnels, eux, veulent assurer la stabilité d'un système. Et si vous êtes développeur, vous savez que moins on touche à quelque chose, plus il y a de chances que ce soit stable. Et on évite de toucher quelque chose qui marche. Le problème, c'est qu'on veut sortir des nouvelles fonctionnalités. Mais on sort des nouvelles fonctionnalités, on introduit potentiellement de nouveaux bugs, de nouvelles vulnérabilités. Donc, généralement, en fait, ce qui se passait avant, c'était que les ops freinaient la sortie des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux patchs qui étaient apportés. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de survie, de survie de la prod, de savoir de bien qualifier ce qui se faisait. Et donc, on s'est rendu compte que ça posait un problème. Alors que le développement, lui, s'orientait de plus en plus vers des cycles courts et vers justement par des fonctionnalités, par le biais du développement agile. Donc en fait, l'idée, ça a été de dire pourquoi est-ce que la production ne ferait pas aussi de l'agile avec le développement? Et c'est à peu près de là qu'est né très schématiquement le DevOps. Donc voilà, donc après c'est basé sur des cycles courts, des tests en amont, de l'intégration continue et aussi de la livraison continue, donc ce qu'on appelle du CI/CD. Je vais utiliser CI/CD après parce que c'est vachement trop long de dire intégration continue et livraison continue, donc souvenez-vous-en si vous n'utilisez pas ça. Et ensuite, voilà, une évolution rapide des applications par des retours utilisateurs. Donc en fait, voilà, c'est ça le nouveau schéma. Donc j'ai totalement pompé les images, c'est pour ça qu'on passe en anglais. Avant, on avait un système de développement traditionnel de 9 à 12 mois, voilà, avec des grosses releases qui avaient un certain nombre de... Enfin voilà, on livrait des produits complets avec toutes les fonctionnalités et on faisait du déploiement manuel. Le DevOps, généralement, on est sur des cycles beaucoup plus courts, on publie tous les jours, on commit tous les jours, on fait des petites releases de features avec des risques minimums et on fait du déploiement automatique. Donc globalement, pour passer de l'agile au DevOps, vous mettez de l'intégration continue, vous mettez de la livraison continue et du déploiement continu et vous avez du DevOps. C'est à peu près ça. Alors voilà, le DevOps c'est bien, mais ça s'impose lentement. Alors comme je vous le disais, dans les entreprises qui sont IT natives et ainsi de suite, toutes ces entreprises-là, c'est bon, ça marche, ainsi de suite. Si vous allez travailler dans des vieilles structures, vous savez, les bonnes grosses banques françaises, ce genre de choses-là, on en est encore loin. Quoiqu'il y en a certaines qui sont étonnantes. Mais les entreprises traditionnelles, justement, commencent tout juste à passer à ça. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont à ça? Notamment parce qu'il y a l'utilisation de la conteneurisation, parce que les devs arrivent et disent « Ah, c'est vachement bien d'utiliser des conteneurs et il faudrait qu'on utilise des conteneurs ». Il y a l'utilisation du cloud computing et donc ça commence à se développer parce que quand on commence à utiliser ces technologies-là, à partir de ce moment-là, on est nécessairement obligé de faire travailler les devs et les ops ensemble. On peut pas faire autrement, sinon ça ne sert à rien. Mais ces grandes entreprises ont une forte inertie, des centaines de milliers d'apps qui sont développés par des équipes différentes avec des méthodologies différentes. En tout état de cause, ça amène à une véritable révolution interne et ce qui est vraiment, je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que c'est vraiment plus organisationnel que technologique. Les problèmes que vous allez rencontrer en entreprise sur ce type de méthodologie, enfin sur ce type de, on va dire méthodologie, oui, c'est vraiment des problèmes organisationnels. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça soulève de nouveaux défis de sécurité. Alors, quand je dis c'est intéressant, vous savez, je dis c'est rigolo, c'est intéressant, et généralement c'est absolument tout sauf intéressant et absolument tout sauf rigolo, c'est assez dramatique. Mais ça soulève de nouveaux défis de sécurité. Parce que, en fait, pour l'équipe de sécurité, ce qui se passe généralement,
dans une équipe de sécurité d'une entreprise classique, c'est vous allez vouloir savoir ce qui est en prod, vous allez lancer éventuellement des scans pour découvrir tous les assets que vous avez sur votre réseau, parce que vous n'en avez aucune idée. Vous allez lancer des scans de vulnérabilité là-dessus, et ainsi de suite, et vous avez des milliers et des milliers d'assets, et vous avez des milliers et des milliers de choses en prod, et vous les lancez, et concrètement, on va dire que ça va vous mettre 1 mois pour scanner l'ensemble de votre plateforme et de vos activités. Et c'est génial, au bout d'un mois, vous savez à peu près l'ensemble des failles sur les systèmes. Ok, maintenant vous utilisez du DevOps. Vous avez en place du DevOps, c'est-à-dire des releases courtes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez scanné, c'est déjà obsolète, en fait. Et vous ne savez pas si c'est encore là. Vous ne savez pas quelle version là. Les versions changent en permanence. Quand vous avez 1 ou 2 changements de version sur vos milliers d'applications, vous pouvez garder une liste de tout ce qui était en prod et à peu près des failles, des vulnérabilités de chacun. Mais quand vous avez des milliers d'applications qui changent de version, allez, 30 fois dans l'année, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ça pose aussi d'autres problèmes de manière plus anecdotique, quoique intéressant, sur les droits de la chaîne j'avais dit que je le ferais plus, donc de CI/CD. À savoir, c'est quelque chose qui a accès au source code, c'est quelque chose qui a accès aux machines de production et qui a le droit de déployer sur les machines de production. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à protéger. Mais là encore, on se rend compte que soit la sécurité arrive trop tard, parce que comme je vous le disais, ça évolue tellement vite, ça change tellement qu'on se rend compte que les équipes sécurité ne sont absolument pas au courant de ce qu'il y a et de ce qui tourne parce qu'elles arrivent a posteriori. Soit la sécurité dit, écoutez, non, vous n'avez pas le droit de mettre en prod tant que moi je n'ai pas validé que d'un point de vue de sécurité, votre application est bien, et dans ces cas-là, là, vous perdez tout l'intérêt du DevOps. Donc la sécurité apparaît encore comme un gros troll. Et une question d'hygiène personnelle, si vous passez tout le temps pour un gros troll, c'est peut-être que vous êtes aussi un peu le problème. Et c'est peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Et c'est un peu, en fait, tout l'objet du DevSecOps, c'est de se dire, la sécurité, aujourd'hui, n'arrive qu'en aval. Ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il va falloir intégrer la sécurité dans le DevOps. Tada! Et ça, c'est un concept qui date de 2012. Et 2012, en fait, ça paraît encore une éternité, mais en fait, c'est dans 2 ou 3 ans pour la plupart des grosses boîtes où ils vont commencer à réellement se poser ces questions-là. Donc, c'est quelque chose auquel vous serez confronté parce que c'est une évolution naturelle. C'est vraiment naturel. Si vous passez au DevOps, et si finalement le DevOps est un modèle qui s'étend en entreprise, le DevSecOps s'imposera naturellement. C'est soit ça, soit l'entreprise se fera péter et se fera tout voler, et dans ces cas-là, elle coulera et tout le monde sera mort. Donc, non mais Donc voilà. Donc en fait, le principe, c'est vraiment redéfinir la place de la sécurité. Ça ne doit plus être une action punitive, ça ne doit plus être une action bloquante, quelque chose qui arrive en fin de cycle. Ça doit être quelque chose qui est intégré tout au long du cycle de développement d'une application. Et en fait, le point qui est vraiment le plus important dans tout ça, c'est que demain, en fait, il faudrait que tout le monde soit responsable à son niveau de la sécurité. Que chacun intègre la sécurité dans sa manière de concevoir les applications, dans sa manière de les mettre en prod, dans sa manière de les paramétrer. Donc, toujours du point de vue du développeur, qu'est-ce qui se passe? C'est par exemple inviter parce que concrètement, comment ça se matérialise? C'est inviter les équipes sécurité à réfléchir dès l'initialisation d'un projet. Ça, ce serait top, parce que justement, la plupart des équipes sécurité découvrent les applications une fois qu'elles tournent depuis 1 an en prod, et ils se disent « Ah, fallait sécuriser ça, intéressant ». C'est aussi intégrer des outils de sécurité dans la chaîne de CI/CD. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais voilà, globalement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de shiftless testing ou pas du tout dans le DevOps. En fait, l'idée, c'est vraiment de déplacer les tests en amont plutôt que de mettre tous les tests en aval pour que les développeurs aient des retours très tôt sur les tests. Donc, et pouvoir, c'est proche du test-driven development, si vous voulez. L'idée, c'est vraiment de mettre tous les tests en amont sur la chaîne de développement pour pouvoir avoir des retours rapides, faire évoluer les applications rapidement. Mais en fait, c'est le même état d'esprit, c'est mettre la sécurité tout en amont. Donc, pour revenir sur les outils qui peuvent être mis en place dans une chaîne d'intégration continue et de déploiement continu, donc de CI/CD, vous avez tout ce qui est analyse statique, donc ce qu'on appelle les statiques applications. Alors, je vous ai mis tous les trucs en anglais parce que si je vous les avais mis en français, vous n'auriez trouvé que des sites canadiens.
Ensuite, donc Static Application Security Testing, en fait, c'est tous les outils d'analyse de code source statique. Ce qui est intéressant d'intégrer, notamment par exemple dans un Jenkins ou n'importe quoi, il y a un commit qui est fait, ou sur un Git, n'importe quoi, sur un repository Git, il y a un commit qui est fait, on analyse le code source, on essaye de trouver statiquement par des outils le fait de savoir s'il y a des vulnérabilités là-dessus, et on notifie immédiatement en fait, le développeur des failles qui sont trouvées. Il y a le Dynamic Application Security Testing, qui est le DAST, qui est en fait son pendant, qui travaille sur des applications qui sont buildées. Donc par exemple, ça peut être un scanner d'application web. Un Web Application Scanning, c'est quelque chose qui va aller se connecter sur un site, cliquer un peu partout, essayer de faire des SQL injection de manière automatisée, et ainsi de suite. Ça peut s'intégrer facilement dans une chaîne de CI/CD, ou, en fait, on va le voir au slide précédent, donc je vais me taire maintenant. Le Container Security Testing, l'idée, c'est que vous allez utiliser, parce que vous faites du DevOps, vachement plus de containers, vachement plus de cloud. C'est génial. Ce sont des technos qui sont super amusantes à manipuler. En revanche, d'un point de vue de la sécurité, c'est une horreur, parce qu'un conteneur, c'est quelque chose qui peut être éteint, redémarré, et ainsi de suite, très rapidement. C'est un peu tout son principe et toute son essence. Et le problème, c'est que est-ce que l'image du conteneur contient elle-même une vulnérabilité ou pas? Parce que le moment où on décide de la respawner, ça pose peut-être éventuellement un problème. Le Cloud Security Assessment, beaucoup d'entreprises utilisent une infrastructure cloud. Peu d'équipes sécurité ont une visibilité sur l'ensemble des VM qui tournent quand. En fait, finalement, sur le Cloud Security, sur tout ce qui est cloud, les personnes qui ont une meilleure idée de combien de machines ont tourné, c'est finalement les finances, parce que c'est elles qui payent à la fin. Les machines ont tourné pendant tant de temps. Mais les équipes sécurité ont assez peu d'idées finalement de qu'est-ce qui a tourné quand et ainsi de suite. Et finalement, il y a tout ce qui est Agent-Based Security. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait faire tourner sur des machines, sur de l'IOC, sur du film. Je vais donner un exemple concret, par exemple, pour faire du CI/CD avec un DAST, donc test d'application. Là, ça va être sur du scan web. Mais c'est juste un tout petit schéma pour aller vers la conclusion de la presse. Vous avez une équipe de développeurs, on les reconnaît. Concrètement, ils publient leur application sur un repository. On a un outil d'intégration continue, par exemple Jenkins, qui va créer un environnement de dev et qui publie le truc. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes probablement déjà habitué aujourd'hui. Ce qui est intéressant, en fait, maintenant, c'est justement comment est-ce qu'on peut intégrer la sécurité là-dedans, comme je disais. Par exemple, Jenkins qui spawn. Là, c'est le moment corpo. Voilà. Mais en fait, ça peut être n'importe quelle autre technologie. Hein. L'idée, c'est pas quelque chose qu'on vend, le DevSecOps. C'est un concept qui va s'imposer à tout le monde. Et donc, là, c'est nous, évidemment. Mais sinon, ça peut être d'autres. L'idée, voilà, c'est là. À partir de là, ça prépare un build sur l'environnement dev, ça lance un scan automatisé. Et derrière, ce qui se passe, c'est que le rapport de scan est envoyé en feedback au développeur. C'est-à-dire, il a commité, l'application a été buildée, immédiatement, il a un rapport de scan. Et en fonction de ce qui aura été négocié, par exemple, avec l'équipe sécurité, de la même manière que des choses sont négociées avec les équipes de Quality and Assessment sur la qualité de code et de l'application, et on peut décider ou pas si on va plus loin, et si on va, par exemple, en test en QA, et on peut aussi faire des tests et remonter les informations. Voilà. Donc pour conclure, en fait, très simplement, la révolution DevOps commence. Pour vous, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui existe déjà. Pour les grandes entreprises traditionnelles, c'est quelque chose qui commence à peine. Là, c'est un peu dramatique, mais la révolution DevSecOps aura nécessairement lieu, car il en va de la survie de l'entreprise. Si vous utilisez vraiment, réellement, si vous utilisez du DevOps, le DevSecOps s'imposera. Pourquoi ? Parce que les équipes sécurité auront besoin d'avoir de la visibilité, parce que cette visibilité, ils ne pourront pas l'avoir en eux-mêmes en faisant des scans réguliers, et donc ça nécessite nécessairement que chacun, les développeurs, les opérationnels, tout le monde, commence à prendre et à réfléchir lui-même à la sécurité et à l'intégrer dans les outils qui sont mis en place. Voilà.